Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Harriet Tubman supportait la liberté en son temps. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre rendez-vous qui ne jure que par la Renaissance via l'excellence. Comme vous le savez, je suis accompagné de mon frère d'armes, de mon comparse, dont le regard est perçant, mais dont les idées financières le sont davantage, Loïc Mongeau. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre les pieds dans le plat autour d'un sujet qui est central. Ce sujet, même ça se résume, c'est même on peut dire une dame, elle est aussi désirable que Megan Fox et Megan Good réunies. Tout le monde ne jure que par elle. Et parfois, quand on est à ses côtés, on ne mesure pas ce qu'elle nous apporte. Elle, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Les peuples ne rêvent que par elle. Ceci étant, on constate au gré de l'histoire que tantôt, elle est quelque peu niée, le traité de Lisbonne en 2005 en atteste, tantôt, elle accouche de la plus grande des barbaries, Hitler ayant été un de ses enfants. Donc aujourd'hui, on va s'interroger de savoir, finalement, à bien y réfléchir, la démocratie. L'Afrique doit-elle rêver à la démocratie ou alors est-ce un cauchemar à éviter ? Mais comme vous le savez, nous ne sommes que des passeurs de micro. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir deux invités, et non des moindres, avec d'un côté Maestro Makossa, que l'on ne présente plus dans la sphère afro-francophone, militant panafricain, activiste, homme de détermination et de volonté, et de l'autre côté, l'auteur, à mon sens, de la Bible du panafricanisme d'aujourd'hui, à mon sens trop méconnu, Hamza Boukari, qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, les plus récents étant L'Empire qui ne veut pas mourir, ainsi qu'un texte dédié à Walter Rodney. Bienvenue, messieurs. Et tout de suite, prenez part à la discussion. La démocratie en Afrique, est-ce un rêve à réaliser ou plutôt un cauchemar à éviter ? Démocratie, dans quel sens on parle de démocratie déjà ? Voilà, je t'en prie. Parce que si on calque la démocratie européenne pour la transposer en Afrique, moi, ça me posera un gros problème au niveau de la réalité déjà africaine. C'est pour ça que je parle souvent de paradigme. Quel paradigme les Africains veulent créer ou pas ? Aujourd'hui, transposer, ça n'apporte pas les solutions nécessaires à l'Afrique. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le modèle européen. Il faut essayer de tenir compte de nos réalités et comprendre ce qui pourrait nous apporter à vivre ensemble. C'est pour ça que je dis on avait nos antériorités et un modèle qui fonctionnait. Aujourd'hui, on doit essayer de l'adapter aux réalités actuelles pour pouvoir bâtir une Afrique meilleure pour les jeunes de demain. Je commencerai par là, mais après... Mais pour être sûr, sans vouloir te couper, pour que tout le monde te comprenne bien, qu'est-ce que tu entends par démocratie européenne ? Est-ce que la démocratie en Angleterre, c'est la même démocratie que l'on observe en Suisse ? Est-ce que c'est la même que l'on voit aux États-Unis ou celle qui... C'est pas la même, parce que chaque pays a ses propres réalités. C'est pour ça que je dis la démocratie est une forme de fumisterie qui est mise en place. Clairement, fumisterie. Parce qu'on n'est jamais libre, en fait. On nous fait croire qu'on est libre. Mais si tu dois définir, toi, la démocratie, ce serait quoi pour histoire qu'on plante au moins le décor, qu'on sache sur quoi sur l'étymologie latine, démos ou grec plutôt, démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Mais ça, c'est encore des mots qui ne sont pas réalisables très souvent dans la société. C'est pour ça que j'accorde beaucoup plus d'importance aux mots. Parce qu'un mot, en fonction de la personne, on ne le définit pas de la même façon. C'est quoi la liberté pour moi ? C'est pas la même que pour Herman ou pour lui. C'est pour ça que je dis, on nous fait souvent croire que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Mais très souvent, on arrive déjà à empiéter sur la liberté de l'autre. Donc pour toi, la démocratie, ce serait quelque part le régime de l'illusion de la liberté. Exactement. Okay. Écoutez, la démocratie, en fait, c'est principalement le mode par lequel on se choisit des gouvernants. Donc c'est une manière de transmettre le pouvoir, c'est une dévolution du pouvoir, c'est une forme de représentativité. C'est-à-dire qu'il existe des formes de démocratie directe où le pouvoir est réellement au peuple, où les assemblées se réunissent, le village se réunit, le village décide de lui-même. Le village est souverain, il décide de lui-même. Donc je pense que cette forme de démocratie, qui est une démocratie, est tout à fait valable. Vous avez la Ngotra qui est notamment au niveau de l'Afrique du Sud et de la Namibie et du Zimbabwe, où vous avez ces communautés villageoises qui, lorsqu'une multinationale veut forger le sous-sol, ces communautés se réunissent autour de l'arbre, elles décident est-ce qu'on cède le terrain ou pas. Généralement, elles disent non. Et donc ça, c'est une forme de démocratie qui fait sens.
Il y a également effectivement la capacité à s'inscrire, je dirais, dans une lignée historique et ancestrale de la démocratie qui rappelle que ça a déjà existé en Afrique et que ce qui a mis un terme à la démocratie, c'est la colonisation. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas... Pardonnez-moi, quand ça a déjà existé en Afrique, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire preuve de clarté, de précision? Tout le monde n'a pas votre connaissance. Disons qu'on a eu des empires, des royaumes, des États, des républiques, des modèles d'organisation politique de nos sociétés divers et variés qui n'avaient rien à envier, je dirais, à ce qui pouvait exister au niveau de l'Europe ou de l'Occident de l'époque. On avait des systèmes de transmission et de destitution des dirigeants, et je pense que c'est ça l'enjeu le plus important, c'est comment on enlève quelqu'un qui usurpe le pouvoir. Parce que la démocratie s'inscrit dans le cadre de l'usurpation de la voix du peuple. Et donc l'enjeu, c'est comment, surtout dans l'actualité africaine, comment on destitue des gens qui effectivement peuvent être élus démocratiquement, mais qui vont s'éterniser au pouvoir, qui vont modifier les constitutions et qui vont dire mais c'est le jeu de la démocratie au final, qui vont organiser des référendums pour des troisièmes mandats, qui sont tout à fait démocratiques en tant que tels, mais qui sont totalement anticonstitutionnels. Donc l'un des enjeux, c'est comment effectivement, quelque part, on pose des cadres et des limites à cette démocratie qui, lorsqu'elle est utilisée par des gens qui ne sont pas démocrates, se transforme effectivement, comme disait Fela Anikula Pokuti, en démocratie. Donc la folie du peuple. Et je pense que cette notion de démocratie, nous devons effectivement nous l'approprier ou nous la réapproprier, mais dans le cadre d'une véritable refondation, d'une véritable science politique africaine. Et c'est ça finalement l'enjeu. Quelle science politique africaine nous voulons mettre en place et quelle économie politique africaine nous voulons mettre en place, puisque du point de vue des panafricanistes, la seule véritable démocratie, c'est la démocratie économique, c'est-à-dire être maître de nos propres ressources. Et c'est ça aussi l'enjeu. Avoir le contrôle de décider de ce que nous voulons faire de nos propres ressources. C'est ça, je pense, le véritable sens de la démocratie économique. Or, nous avons aujourd'hui un modèle de démocratie qui s'appelle la démocratie libérale, qui est tout simplement le droit, plus ou moins, de parler, de dire des choses, d'organiser des élections, de réclamer des élections. Mais on sait bien que dans le contexte africain, depuis la chute des partis uniques en 90, le multipartisme, soi-disant, n'est qu'un vaste écran de fumée qui permet en fait à des régimes de se maintenir tout en convoquant des élections qui sont déjà gagnées par les sortants. Donc la démocratie, dans son concept, n'est pas à exclure, mais elle serait plutôt à réaliser, mais sans fumisterie, comme le disait Maestro, s'il fallait que je résume à peu près. Il a radicalisé, premièrement, c'est-à-dire qu'il existe des formes de démocratie directe. Effectivement, vous l'avez souligné, la démocratie en Suisse n'est pas la même qu'en France. Ils ont des référendums citoyens où effectivement le peuple décide. Maintenant, effectivement, le peuple peut se tromper, le peuple peut prendre une très mauvaise décision. Et Dieu sait que lorsque les Occidentaux voient une élection qui n'élit pas la personne qu'ils veulent, eh bien ils réagissent en disant que ce n'est pas la démocratie. Donc là aussi se pose la question du rapport de force et je dirais de la conformité du droit dans ce cadre du droit international et de la démocratie telle qu'elle est imposée par l'Occident. Et une démocratie imposée n'est pas une démocratie. Et selon votre vision, est-ce que l'on peut s'imaginer, qu'est-ce qui serait le plus adapté? Est-ce que ce serait plutôt une démocratie dans chaque pays en Afrique, ou est-ce qu'on peut s'imaginer un État fédéral avec une démocratie, un État africain fédéral avec une démocratie? Tous les cas de figure sont possibles. Je pense que ça dépend surtout de la maturité politique du peuple. Lorsque vous avez des populations qui sont éduquées, si on éduque toute l'Afrique sur le modèle cubain, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire parce qu'on aura des gens qui seront politiquement et idéologiquement formés. Mais si vous ne formez pas les gens à la défense de leurs intérêts, à la lecture de leurs intérêts, ils ne sauront pas quoi voter. Et l'intérêt du panafricanisme, précisément, c'est de donner des codes. C'est de faire en sorte que lorsque vous êtes dans telle ou telle situation, je ne sais pas, vous êtes une maman, vous avez un enfant handicapé, etc., eh bien le panafricanisme vous apporte la réponse et vous savez ce que vous devez voter. De la même manière que quand vous êtes un ouvrier, etc., vous savez qui vous devez voter parce qu'il y a une idéologie qui, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, vous dit automatiquement, si vous êtes dans telle case, vous votez tel truc, vous êtes dans telle case, vous votez tel truc, etc. Donc l'enjeu de la démocratie, derrière ce débat-là, c'est la question des partis politiques et c'est la question du débat politique. Et donc la question de l'État fédéral, elle est liée fondamentalement à quelle est l'idéologie qui sera derrière cet État fédéral. Si c'est une idéologie capitaliste, à mon sens, nous allons nous faire, comme on dit, entuber. Ah bon, intéressant. Mais si on est sur une logique, je dirais, beaucoup plus populaire,
beaucoup plus fondée sur des bases endogènes de nos populations, cela peut être différent. Alors pourquoi, parce que ce mot, de l'abus d'un historien, ce n'est pas anodin, le mot entubé, en quoi le capitalisme, presque par essence, si on vous écoute, serait un entubage de la démocratie, oui. Parce que les élections sont une rente économique, les élections sont financées. Et donc c'est le financement des élections qui est ici posé. Et donc à partir du moment où l'idéologie capitaliste régule le système électoral, ce sont les puissances financières qui décident de qui sera élu. D'accord, donc comme disait, je crois que c'est Roosevelt à l'égard de tel président, le président n'est pas elected, il est selected. Il est selected, voilà, effectivement, puisqu'il y a des cautions, on demande 25 millions de francs CFA, telle ou telle somme, tant de signatures, etc. Donc il y a des cautions, il y a des garde-fous pour que, effectivement, tout un chacun ne puisse se présenter. Donc on reste sur des démocraties qui sont quelque part censitaires, élitistes, oligarchiques. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres niveaux de démocratie et d'élection, notamment à des niveaux municipaux, à des niveaux locaux, où là on est réellement dans de la vraie démocratie directe. Tu veux rajouter un élément? Non, je dirais en fait sur la partie africaine. Quand on a un président qui n'est pas dans le sens des oligarchies européennes, ça pose problème. C'est pour ça que je dis ceux qui nous donnent des leçons sont souvent les plus gros tricheurs. Parce que la limite entre la morale et l'éthique, si le peuple africain choisissait son président, on n'aura pas ce qu'on a aujourd'hui. Et le rapport avec l'argent, c'est les cautions, tout, c'est toujours la partie capitaliste qui gagne. C'est pour ça que très souvent on disait, je crois que c'est Sankara qui le disait, avec la publicité, ils ont déjà gagné le combat en fait. Tu es à Ouagadougou, tu regardes une publicité à la télé, tu es déjà dans le soft power américain. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'on s'intéresse à la partie endogène africaine pour essayer de comprendre. Après, comme le disait Cheikh Anta Diop dans son livre, l'État fédéral africain, c'est possible de le réaliser, mais comme l'a dit le professeur, il faut vraiment insister sur l'éducation. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je travaille par exemple au Congo sur les jeunes Congolais de moins de 16 ans. Parce que j'essaie d'investir sur cette jeunesse et peut-être avoir des résultats sur 30-40 ans. Et très souvent, il y a des jeunes qui me disent « Oui, mais pourquoi tu fais ça ?» Je leur dis « Si nous, on ne fait pas notre travail de transmission, ces jeunes-là vont reposer les mêmes questions que moi, aujourd'hui, je pose à mes aïeux. » C'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans cette jeunesse éduquée. Et comme je le dis souvent ces derniers temps, une jeunesse consciente, c'est des politiciens qui grattent la tête. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, si on prend l'Afrique de l'Ouest, ils sont plus éduqués sur les questions politiques. On prend l'exemple du Mali. Très souvent, ils étaient raillés en France ou même en Afrique. Aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons. Moi, je prends l'exemple des Congolais. Nous, très souvent, on les appelle des Ndingari. C'est péjoratif. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qu'on trouvait un peu en difficulté. Mais c'est aujourd'hui qu'on prend en modèle pour se dire c'est possible de le faire. Mais le cas de l'Afrique centrale, par exemple, on a très peu de populations jeunes conscientes sur les questions politiques. Parce que je prends l'exemple du Congo. Il y a beaucoup de détournements de millions de dollars qui disparaissent, mais la population n'ose pas interroger l'homme politique parce que ces questions-là sont des questions sur lesquelles ils ont trop de tabous. Mais justement, je rebondis. Concernant la population, le peuple africain, c'est une vision, on va dire, de l'extérieur. Faut être honnête. De l'intérieur, ce mot, ce concept est traversé, tiraillé, écartelé même par ce qu'on appelle le tribalisme. Donc il faut aussi qu'on regarde en face cette réalité. C'est-à-dire que, est-ce que finalement le défi, ou du moins comment répondre à ce défi du tribalisme sur lequel s'appuient les multinationales pour générer le fameux diviser pour mieux régner. C'est-à-dire en permanence, ils attisent des conflits tribaux, ils les réactivent pour après, derrière, venir, pendant que les peuples s'entretuent entre eux, rafler les mises et les sous-sols. C'est la question du préjugé. Par exemple, ils utilisent la méthode de Galilée. Cette méthode-là a souvent fonctionné. Mais moi, je prends mon exemple. Mes parents ne sont pas de la même tribu. Et quand on était petit, on disait toujours « tu ne peux pas te marier avec cette tribu-là ». C'est des préjugés qu'on inculque aux enfants, qui deviennent des croyances. Et par la suite, quand je donne mon ethnie, on dit « lui, il est comme ça », parce que c'est un préjugé. C'est pour ça que j'ai eu un cours à l'époque, quand j'étais au Congo, qui s'appelait « Éducation civique et morale ». On nous apprenait les valeurs de la République, on nous apprenait à se définir en tant que Congolais et non les ethnies et les tribus. Parce que si on arrive à gommer ça, on n'aura pas ces questionnements-là. Mais aujourd'hui, tant qu'on pointe du doigt, on dit lui, il vient de là-bas, lui, il vient de là-bas. On l'a vu en Côte d'Ivoire, le nord et le sud. C'est toujours le même procédé, mais si la population est éduquée, consciente de ces enjeux-là,
on évitera de reproduire les mêmes erreurs. Par contre, ils ont réussi à nous analyser et nous observer. C'est là où je dis on a passé plus de temps avec eux ici, mais même des frères et sœurs n'arrivent pas en fait à les cerner. Là où eux, ils ont eu le temps de nous observer, comprendre nos comportements, c'est là où je parle souvent de l'ingénierie sociale. Ils agissent sur nos comportements pour pouvoir nous téléguider en fait. C'est pour ça que moi, je prends l'exemple d'un petit. Quand j'ai mes 2 petits-neveux, ils ne sont pas de la même ethnie. Mais quand j'essaie de titiller certains préjugés, à la fin, ils arrivent à pointer du doigt les autres en disant « lui, il se comporte comme mon cousin ». Alors qu'on doit essayer de gommer ça et essayer de leur faire comprendre qu'on peut vivre ensemble. Nos différences, nos particularités sont des avantages pour la société. C'est là où je dis on a un gros travail d'éducation au niveau de la jeunesse pour pouvoir gommer toutes ces réalités-là. Après, les tribalismes, c'est... Par exemple, aujourd'hui au Congo, on a un chef d'État qui est au Congo, qui est issu de mon ethnie. Mais comme je dis souvent, moi, je ne me définis pas par l'ethnie, mais par la nation. Le fait qu'on puisse émettre des critiques, on te dit, mais comment tu peux critiquer alors qu'ils viennent de chez toi? C'est pas parce qu'il vient de chez moi que tout ce qu'il fera, je vais toujours abonder dans son sens. C'est là où je dis qu'on a un gros travail à faire. Et ce travail-là se fera seulement avec la jeunesse. Parce que moi, je le dis, c'est mon avis, je ne peux pas éduquer les personnes adultes. Professeur, quel est votre regard sur cette question du tribalisme? Écoutez, il y a un travail à faire au niveau de la construction de la nation, des nations, qui doit être décolonisée, parce qu'une grande partie de ce qu'on appelle le tribalisme a été le produit de la domination coloniale, du diviser pour mieux régner, comme ça a été rappelé. Deuxièmement, il y a une existence, une Afrique transnationale, c'est-à-dire qu'on a les mêmes groupes d'un pays à l'autre, qui se superposent, qui se marient entre eux, qui sont liés entre eux, qui pratiquent parfois les mêmes cultes et qui sont ligués les uns contre les autres. Donc il y a un travail qui est à faire par la langue, dans des pays qui sont plurilinguistiques. Il y a un travail qui est à faire par l'éducation, donc comprendre l'histoire des différents groupes qui composent le pays. Et aussi, je dirais, un travail qui est à faire par le rééquilibrage économique, puisque ce qui nourrit le tribalisme, ce sont les inégalités et les injustices. Donc il faut évidemment un travail à ce niveau-là. Et ce travail doit être fait et par l'État et par les entreprises. Je pense qu'il est important, autant je suis très réticent sur le rapport entre le capitalisme et la démocratie, autant je pense qu'il est important qu'on ait une vision de l'économie africaine qui tienne compte de la nécessité de résoudre le tribalisme et de favoriser, je dirais, le brassage dans le cadre du travail, dans le cadre des différentes activités, dans le cadre des services militaires et citoyens, pour désethniciser notamment certaines armées nationales qui sont l'armée du clan ou de l'ethnie du président, et aussi, je dirais, de faire en sorte que la notion de tribalisme soit définitivement expulsée de nos imaginaires. Voilà, qu'elle soit sanctuarisée quelque part, mais en même temps exclue des imaginaires. Donc il y a un travail à faire sur les mythes, sur tout ce qui est au croisement entre l'histoire sociale, l'histoire des sciences, le récit sociologique, etc., qui me semble très important. Et puis il y a aussi un travail à faire sur, je dirais, la valorisation de tout ça. Et ici, je pense que des productions cinématographiques, revisiter Black Panthers, mais en revalorisant justement les vraies identités ethniques que nous avons, la diversité ethnique que nous avons en Afrique. C'est-à-dire que je ne pense qu'il n'y a rien à exclure, il faut tout inclure. Et dans cette inclusion, il faut que chacun ait sa place. La notion de panthéon, elle est fondamentale. Nous en avons besoin. Chaque groupe ethnique produit des héros, produit des grandes figures, et donc aucun d'entre eux ne doit être isolé. Il y a également tout un travail mémoriel qui est à faire, parce que certains groupes ont plus lutté que d'autres contre la domination coloniale, dans des pays notamment comme le Cameroun, par exemple. Et il me semble important aussi de souligner la dimension panafricaine que représente justement cette diversité dans le cadre de nos territoires. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, si l'on devait s'imaginer un système politique et démocratique idéal, puisque, enfin, je ne sais pas si la démocratie, d'après tout ce que l'on a dit, serait un système adapté au système en Afrique, du coup, à travers tout l'échange que l'on a eu.
surtout qu'on se demande réellement aujourd'hui si c'est un système qui existe quelque part dans le monde. Cependant, est-ce que vous pensez que l'on doit rester sur un système où l'on donne le pouvoir à un seul homme? Ou est-ce qu'idéalement, on devrait penser les choses autrement d'un point de vue politique, selon vous, en Afrique? Si on est sur un modèle réellement démocratique, il faut que ce soit un système parlementaire, c'est-à-dire un système de représentativité. Et je pense que tous les pays qui fonctionnent avec un Premier ministre s'en sortent beaucoup mieux que les pays qui fonctionnent avec un président, parce que les majorités sont mouvantes en fonction justement de la représentativité du vote. Parce que également les majorités sont plus en phase avec la vie politique constante, l'évolution de la vie politique constante du pays. Et puis chacun est représenté dans des systèmes avec des dimensions parlementaires, que cela soit dans des pays où ça se passe vraiment très bien comme le Cap-Vert, comme dans des pays où c'est assez tendu comme l'Éthiopie, où on a un Premier ministre, ou dans un pays qui est multiconfessionnel, multiethnique, qui est très peuplé, 100 millions d'habitants, qui est puissant et qui est attaqué un peu de toutes parts aujourd'hui. Donc on voit bien que le système parlementaire, ou semi-parlementaire, comme on peut le voir aussi en Afrique du Sud, où le chef d'État est le chef du parti qui gagne les élections, est tout à fait pertinent parce que ça permet, je dirais, d'avoir une soupape de sécurité. C'est-à-dire que ça fait jouer la démocratie à l'intérieur des partis politiques et ça permet, je dirais, d'avoir une sorte de primaire qui se fait à ce niveau-là et qui ensuite permet, je dirais, de lisser les choses au niveau présidentiel. Et ensuite, ça modifie justement cette frénésie de la date des élections. Parce que lorsqu'on est sur des logiques législatives, eh bien, les majorités peuvent se faire et se défaire beaucoup plus facilement. Et dans un cas comme celui de la RDC, par exemple, où Tshisekedi est arrivé au pouvoir à la suite d'élections présidentielles, où s'est jouée effectivement la question des rapports avec l'opposition et la majorité, on voit bien qu'un système parlementaire redonnerait une autre dynamique justement à cette vie politique-là. D'accord. Et est-ce que, s'il fallait comparer, ou pour ne pas dire choisir, entre les régimes où l'État est fort, il est presque jacobin, où la main mise plus ou moins sur tout en termes d'organisation, et les régimes où, alors là, l'État se réduit au strict minimum, on parle d'ultralibéralisme, tel que le décrivait Norbert Nozick, et qui favorise essentiellement l'action de la société civile, c'est-à-dire où on remet en quelque sorte les clés de leur destin aux individus afin qu'ils s'organisent. Vous avez parlé de la logique de village, la logique de quartier. À votre avis, qu'est-ce qui serait préférable à mettre en place sur le continent? Sachant que d'un côté, quand le pouvoir vient d'en haut, il peut avoir des vertus, c'est l'État-providence, quand il est mis en place positivement. C'est-à-dire qu'il est le garant de la vie, de la santé et de l'éducation, avec parfois des résultats qui peuvent être positifs, il ne faut pas non plus le nier, mais également avec des aspects qui peuvent être négatifs, quand ça bascule dans l'autoritarisme, pour ne pas dire la dictature. Et de l'autre, finalement, l'État, il est juste là pour s'assurer que les rouages soient bien en place, il fait plus ou moins juste du remodelage ou du bricolage, mais il laisse la nature d'elle-même, la nature sociale, régir le flux du quotidien. Parce que si je prends l'exemple du Congo, mon père fait partie des initiateurs de la société civile congolaise. Depuis que je suis petit, c'est toujours la société civile qui travaille. Alors qu'on a un État qui, lors de la dernière loi de finances, le budget pour les institutions était plus élevé que les autres parties de la répartition de la loi de finances. Ce qui veut dire simplement qu'aujourd'hui, la population congolaise est abandonnée à elle-même. C'est toujours la diaspora qui doit essayer d'envoyer de l'argent, c'est elle qui fait les actions. Comme je le dis souvent, on ne peut pas bâtir une Afrique avec des ONG et des associations. On doit à un moment donné créer du travail. Sauf que même quand la société civile tente de créer du travail, il y a l'obstacle politique. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment conscientiser cette jeunesse, avoir des leaders de demain panafricains, avec la mise en place des valeurs panafricaines, la solidarité, l'entraide, essayer parce que par exemple, si je reste vraiment sur le Congo, il n'y a pas de classe moyenne. C'est soit tu es très riche, soit tu es très pauvre. Moi, dans l'idéal, j'aimerais avoir une société africaine avec un rapport de classe un peu nivelé. Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple des pays comme le Congo ou d'autres pays aux alentours, c'est toujours les mêmes réalités pratiquement. C'est toujours la société civile. Quand ils constatent qu'il y a un manque, ils doivent essayer de réagir. Alors que si on a des leaders panafricains conscients des enjeux de demain,
le rapport sera différent. C'est pour ça que je dis, on a souvent ce problème de manque de leadership et de vision. Si je prends par exemple aujourd'hui, dans mon pays, le Congo, on nous a parlé d'une vision, la vision, j'arrive pas à la voir. C'est comme si on avançait en fait en tâtonnant. Sauf qu'on a eu l'excuse de oui, c'était l'opposition qui bloquait. L'opposition part, on nous dit aujourd'hui, c'est plutôt le Covid-19. Sauf que tous les pays sont touchés par le Covid-19. C'est simplement parce que la vision n'est pas très claire. C'est là où je dis aujourd'hui, même avec la crise ukrainienne-russe, on aurait pu, avec nos minéraux, essayer de rétablir un rapport de force. Mais comme on n'a pas les bonnes personnes, avec les bons... les personnes qui maîtrisent les enjeux de demain, on est là en fait sur des votes aux Nations Unies qui ne valent même pas la peine d'être votés. On est dans une époque au Congo où on n'a pas les bonnes personnes aux postes clés. Donc pourquoi ils ont ces postes-là alors, ces personnes, aujourd'hui? Parce que c'est toujours une histoire de dette morale. Je te rends un service, tu devras me rendre service plus tard. Aujourd'hui, nous, avec les jeunes avec qui je discute beaucoup, on essaie de bouger un peu cette classe politique des anciens. Parce que je pense que, comme je le dis très souvent, ceux qui sont nés en 50, 60, 70 ne vont rien apporter à mon pays. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le paradigme nécessaire pour comprendre qu'on ne peut pas toujours. Moi, j'ai mon mentor qui me dit toujours, quand vous étudiez en Europe, on vous forme pour pouvoir piller l'Afrique de demain. Quand j'étais petit, j'avais du mal à y croire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Et excuse-moi, mais juste une petite seconde, qu'entends-tu par paradigme exactement? C'est la réalité, en fait. Par exemple, moi, je parle lingala. Quand je rentre dans mon pays, j'évite de parler français. Parce que j'aurais ce jugement défavorable il est de la diaspora. Mais quand je parle avec lui, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire avec moi, qu'il peut faire avec celui qui parle que le français. C'est parce que je comprends sa réalité. Comme on dit souvent, il faut aller dans la colline des émotions de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Si tu pars mettre en place un projet en Afrique, en pensant que si ça fonctionne en Europe, ça a fonctionné là-bas, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer d'aller en Afrique pour observer, regarder, analyser, mais pas avoir de jugement de valeur en croyant qu'on est supérieur à eux. C'est comme, par exemple, quand les États-Unis ont fait la guerre en Irak. Il y a eu à un moment donné la guérilla. Sauf que sur la guérilla, c'est celui qui connaît le terrain qui sera meilleur. C'est comme une personne qui rentre dans ta maison si tu as 5 chambres. Tu connais les endroits où tu peux te cacher. En d'autres termes, le paradigme, c'est adopter un courant de pensée dominant sur place. Si c'est plutôt voir le monde selon son prisme et non le prisme des autres. D'accord. État fort, état faible. Il y a vraiment des niveaux différents. Moi, je suis favorable à un impérialisme africain, c'est-à-dire que je pense que les États forts en Afrique doivent entraîner les autres derrière eux et les contraindre. Un impérialisme africain. Oui. Je pense que la notion politique la plus adaptée à l'Afrique est une notion impériale, avec une dimension parlementaire, et que cette notion impériale nécessite, comme l'ont fait récemment d'ailleurs l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria, que les puissances africaines se mettent ensemble et qu'elles prennent leurs responsabilités. Parce que l'État fort que nous devons avoir doit être un État fédéral. Et les États fédérés doivent suivre justement cette dynamique fédérale. Maintenant, on peut voir les choses sous l'autre angle, dans le sens où, effectivement, pour avoir une réunion d'État forts est toujours plus intéressante qu'une réunion d'États faibles. Donc lorsque 4 États forts se mettent ensemble, c'est toujours plus intéressant que lorsque 40 États faibles se mettent ensemble. Donc je suis vraiment plutôt dans cette approche sur le plan étatique. Après, la question des peuples, des nations, c'est encore autre chose. Je pense également que l'État doit être... pas tout à fait. Ensuite, je pense que la question de la force de l'État doit être aussi sur le volet économique. C'est-à-dire que autant sur la démocratie, je suis réticent au capitalisme, autant, effectivement, je pense qu'il faut un capitalisme d'État, que nous avons besoin de multinationales africaines qui soient soutenues par les États et qui fassent obstacle et blocage aux multinationales étrangères pour assurer précisément la transformation de nos ressources sur notre territoire pour préserver notre marché intérieur et pour assurer notre consommation interne à partir de nos priorités. Et ça n'est possible que par des États forts, effectivement, des États protectionnistes qui investissent dans la recherche, qui investissent dans l'étude de leur population, dans leur sociologie, etc. Ouais. Il y a une phrase de Cheikh Anta Diop qui résume très bien ce que vous avez dit dans un livre. Et étant donné qu'on nous demande souvent nos références,
Celle-là, je l'ai préparée spécialement pour les auditeurs ainsi que pour vous, puisque ça va dans le sens de ce que vous avez dit. Donc le livre, c'est « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Le livre le plus important de Cheikh Anta Diop. On est d'accord. Et l'extrait que j'ai décidé de garder pour vous, c'est « La fraternisation sincère des peuples et l'unification planétaire seront réalisables à partir du moment où les différents peuples seront également forts, éduqués, au point qu'aucun ne puisse plus espérer tromper l'autre. » C'est à 60 ans déjà. Ouais, ça résume bien les choses d'un point de vue théorique. Après, d'un point de vue pratique, ça nous met face à des défis. Je pense, bon, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le défi de l'éducation. En tant qu'historien, activiste, est-ce que vous n'êtes pas ému, chagriné et en même temps sidéré quand vous apprenez, et j'imagine que vous le savez mieux que moi, que la France compte à elle seule plus de bibliothèques que l'ensemble de l'Afrique, à elle seule. C'est-à-dire que quand on parle des matières, prendre de l'impérialisme africain et prendre en main son destin par l'éducation, on ne peut pas occulter la question de la lecture, la question du logos. Dans l'Égypte antique, on a appris que tout était organisé autour notamment du dieu Thoth, qui était le dieu à la fois de la parole, de la sagesse et de l'écriture. C'est-à-dire que l'Égypte est la première civilisation à avoir découvert que le pouvoir magique de l'homme réside d'abord dans la maîtrise de la raison, qui lui donne accès à l'abstraction, à la conceptualisation et par conséquent à la maîtrise du temps et de l'espace. Or, ce super pouvoir ne peut être entre nos mains qu'à partir du moment où on active la culture de l'écrit, qui a existé, mais qui aujourd'hui nous fait cruellement défaut. Il y a plus forte raison aujourd'hui qu'on est plongé dans des langues qui ne sont pas originellement les nôtres. On ne nous en a pas donné les codes d'accès, n'est pas Hamza Boukari qui veut. Et la conséquence directe, c'est que sur les débats internationaux, sur des questions de technicité, tout se joue au niveau du jargon, vous le savez ça mieux que moi, eh bien, on est un petit peu à la rue. Et c'est comme ça que voilà, les grandes multinationales, le FMI, que sais-je, ils viennent au-delà des pressions qu'ils mettent en coulisses sur tel ou tel chef d'État en gelant les avoirs, en menaçant de geler les avoirs. C'est toujours des types qui viennent avec une armée, ce qu'on appelle la haute fonction, une armée d'experts, une armée de hauts fonctionnaires, bref, la noblesse d'État. Ils viennent entretenir ce complexe d'infériorité qui mine une grande partie de la population afro, à commencer par l'Afrique francophone. Donc moi, la question que je me pose, c'est que quel est votre regard justement sur ce rapport à la culture de l'écrit qui aujourd'hui est encore à la traîne sur le continent ? Bon, l'écrit, c'est ce qui permet de codifier l'autorité. C'est ce qui permet aussi d'inscrire la coercition, donc les interdits, des codes, etc. Et effectivement, nous avons des codes civils, pénaux, etc., qui sont écrits, qui sont calqués sur le français et qui posent effectivement la question de l'incapacité que nous avons eue au moment des indépendances à passer de la coutume à la culture juridique et à nous inscrire dans le droit international à partir de notre propre paradigme. Et ce paradigme-là, on ne peut l'avoir qu'en travaillant effectivement les langues africaines, d'où l'importance du swahili, notamment au niveau de l'Afrique de l'Est. Mais si je puis me permettre, je ne parlais pas tant sur le terrain politique ou institutionnel. Là, je parlais vraiment sur le terrain du développement intellectuel. C'est-à-dire les limites de mon langage sont les limites de ma pensée. C'est-à-dire l'intelligence s'active à mesure où on prend possession du langage, des concepts, de la syntaxe, de la grammaire. Ça a été testé, attesté, prouvé à multiples reprises. Quand on vous lit, on est justement abreuvé de notions. L'ennui, c'est qu'à l'échelle de notre communauté, nous ne sommes pas très nombreux à pouvoir accéder à cette connaissance que vous nous servez sur un plateau. C'est-à-dire on manque cruellement d'acteurs par l'écriture. On parle, on milite, on manifeste, mais quand il s'agit cette fois-ci d'être sur la table du logos, c'est-à-dire la table des dominants, la vraie domination, elle se situe là, elle se situe à Harvard, elle se situe à Sciences Po, elle se situe dans les assemblées, bref, elle se situe autour des tables avec un stylo. Eh bien, des Hamza Boukari ne courent pas les rues. Donc, quel est à ce niveau-là le rapport, ou du moins, est-ce que vous avez déjà songé à mettre en place, ou à participer, ou à encourager, ou en tout cas à réfléchir sur cette carence qui, pour moi, est notre talon d'Achille absolu et qui nous rend totalement passifs face à la marche du monde ? Même si je caricature, évidemment. Oui, évidemment, mais je pense qu'il y a déjà eu des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'on a je ne dirais pas un retard, mais je dirais plutôt qu'on est
On est en lacune, effectivement, de liberté académique, ça c'est un premier élément, parce que nous avons des États qui ont développé des autoritarismes qui nous empêchent, nous interdisent, je dirais, de poser les bonnes questions, et notamment les questions qui fâchent, parce que c'est en posant les questions qui fâchent qu'on développe justement son sens critique. Ensuite, nous avons effectivement des situations matérielles, économiques, existentielles, qui font que les priorités de nos peuples et de nos communautés sont souvent bien ailleurs que dans les ouvrages et dans la connaissance. Et ensuite, nous avons, il faut quand même le dire très largement, une faillite des élites africaines, parce que Dieu sait qu'il y a des cerveaux africains. Dieu On sait est d'accord que, là-dessus. techniquement parlant, des Hamza Boukari, il y en a quelques autres, mais dans le sens dans lequel je me situe, il y en a très très peu. Donc c'est la question effectivement de l'engagement des élites, c'est de leur capacité, je dirais, à faire ce que Cabral disait, le suicide de classe, donc rompre avec les privilèges que leur accorde le système dominant, privilèges qui sont liés à la domination généralement de leur propre communauté, et donc au rôle qu'ils jouent dans la domination de leur propre communauté, et rompre avec ce système-là pour se mettre du côté effectivement de leur peuple, de leur nation, de leur communauté. Mais ça nécessite effectivement, je dirais, de créer de nouveaux champs, de créer de nouveaux espaces, de créer nos propres codes de validation, nos propres écoles, nos propres universités panafricaines et autres, et de faire en sorte également qu'il y ait, que l'on prenne, je dirais, le contrôle, je dirais, de la bataille intellectuelle. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose auquel on travaille depuis un certain temps, en essayant de recruter, de cibler les potentiels, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de potentiel. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y a des pistes? Ah oui, moi j'y crois fondamentalement. Je pense qu'au XXIe siècle, l'Afrique va dominer culturellement le monde, c'est incontestable. Et que cette domination culturelle a de fortes chances de s'accompagner d'une domination intellectuelle, parce que nous avons une capacité à mieux maîtriser ce que d'autres produisent. La seule difficulté, la principale lacune, c'est que nous avons de la difficulté à maîtriser notre propre système. Et que du coup, ça renvoie aux problématiques de transmission, d'initiation et d'intronisation dans nos propres codes, de nos propres valeurs et de définition de nos propres priorités comme élément de base de nos réflexions. Et donc ce sont tous les cerveaux africains qui ont beaucoup d'idées, qui sont recrutés par des ONG de consulting international et qui vont travailler pour ces ONG qui ont d'autres agendas définis depuis Londres, Bruxelles, Washington, pour produire des choses qui n'ont aucun intérêt pour les populations locales. Donc c'est vraiment, comment dire, ce logiciel-là qu'il faut changer. Des aînés comme Joseph Kizerbo, comme Abdou Moumouni, comme Cheikh Anta Diop ont déjà posé les bases. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de mettre en place l'armée de cerveau, l'armée intellectuelle, qui nous permettra, je dirais, de tenir ce rapport de force. Et elle ne peut être que panafricaine, parce qu'aucun pays seul n'en a aujourd'hui les moyens. La seule possibilité, entre guillemets, c'est effectivement le boom démographique que nous avons, qui, s'il s'accompagne effectivement de ce boom intellectuel, fait qu'on va probablement tout dominer d'ici la fin de ce siècle. Je pense aussi qu'on doit essayer de redéfinir en fait notre fonctionnement du cerveau. Parce qu'on utilise souvent que la partie émotionnelle, ce qui nous empêche d'utiliser la partie pensée. C'est ça, on revient à la culture de l'écrit. Par contre, exactement, si aujourd'hui on arrive à changer notre système scolaire au niveau de l'Afrique, parce que les programmes scolaires ne sont pas calqués sur nos réalités aussi. Même nos constitutions sont calquées sur d'autres modèles. Ce qui veut dire que même sur cette partie-là, on doit essayer de réorganiser tous nos services. Et par la suite, la plupart des élites africaines se cachent parce qu'ils ont peur de parler. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on doit aussi briser avec le mythe de la peur. Si tu ne parles pas, tu risques ça. Alors qu'à un moment donné, il faut juste avoir la capacité de bien utiliser les mots pour donner un message sans pouvoir se positionner totalement. C'est pour ça que je dis qu'il faudra essayer de mettre des gerbes dans la tête de cette jeunesse pour qu'ils se questionnent. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. Je ne viens pas en leur disant j'ai raison, j'ouvre le débat, chacun donne son avis, et ensuite je donne des pistes et je te laisse réfléchir par ça. C'est là où je dis aujourd'hui il faudrait vraiment assumer la prise de parole. Pour assumer, il faut aussi lire beaucoup de livres, avoir des tournures de phrases pour pouvoir se dire ok, si je lui dis ça, s'il pense le contraire, j'ai la capacité de rebondir et de l'orienter vers autre chose pour ne pas indexer la personne. Lire beaucoup de livres. Beaucoup de livres, avoir beaucoup de mots. C'est pour ça qu'il faut essayer... Exactement, pour avoir le langage girafe. Pour arrêter de donner du poisson aux jeunes et leur apprendre à pêcher. Exactement, c'est pour ça que quand je vais sur le terrain,
je prends le temps vraiment d'échanger avec eux pour essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas cet intérêt pour la lecture. Et justement, vous deux, à quel moment le goût de la lecture a surgi dans votre vie? C'est arrivé, bon, c'est par la lecture d'Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme. Et ce sera notre conclusion. Je pense que c'est un ouvrage qui est extrêmement important parce qu'il permet vraiment de distinguer la formation par conviction et la formation par argument. La formation par conviction, c'est lorsque justement on n'a pas d'argument, on est juste convaincu de quelque chose. On peut être convaincu aussi de telle ou telle religion, mais on n'a pas d'argument. Mais l'argument, c'est précisément ce qui vient briser la conviction. C'est ce qui pose le questionnement. Et c'est ce raisonnement par argument qui fait précisément la spécificité de la révolution épistémologique produite par Cherantanian. On est d'accord. Il a cassé un mythe, il a cassé des choses qui étaient convaincues, qui étaient inscrites dans le marbre, en montrant qu'il n'y avait pas d'argument derrière. Et lorsqu'on montre qu'il n'y a pas d'argument derrière, il y a tout un monde qui s'effondre. Et aujourd'hui, force est de constater que l'Europe n'a plus d'arguments pour continuer à nous dominer. Il nous a permis de récupérer notre mémoire. C'est vrai. Exactement. Je dirais, moi, c'est plus dans mes concours d'éloquence à la fac. J'avais un ami qui rêvait de faire ça, mais il n'arrivait pas à avoir les mots. Et j'ai commencé à m'exercer avec lui et il me disait pourquoi tu arrives à rebondir facilement. Je lui ai dit parce que j'ai rencontré un de mes deuxièmes mentors qui m'a donné le premier livre noir que j'ai lu, c'était Marcus Garvey, L'homme au chapeau. Et après ça, je suis passé sur... mon auteur préféré, c'est Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. Après, j'ai lu le discours sur Aimé Césaire. Tous ces livres-là m'ont poussé aussi à lire 2-3 livres de développement personnel pour enrichir mon vocabulaire et pouvoir rebondir et avoir des tournures différentes. Et ensuite, j'ai aussi fait une formation en attitude comportement. Et la personne qui m'a formé m'avait toujours dit il faut avoir un langage girafe et non chacal. Le chacal est souvent limité. Comme il est limité, il est souvent dans l'insulte. Mais le girafe peut t'insulter sans que tu le saches. Parce qu'il utilise des mots. Et il m'avait dit fais attention à ceux qui vous voient souvent, les gens. Et de ce point de vue-là, les griots et les rappeurs ont un rôle très important à jouer. Ouh là là. Professeur, vous nous amenez encore sur un autre terrain, sur un autre sujet. On vous invitera pour l'aborder, sachant que les rappeurs maîtrisent la poésie, mais maîtrisent moins la syntaxe. Or, c'est par la syntaxe qu'on acquiert réellement la domination de soi, par l'écrit et par les institutions. Mais quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le constater, les funérailles des tabous, on aborde n'importe quelle question qui nous préoccupe, autour de laquelle nous devons nous concentrer, parce que nous avons pris conscience que penser et agir seul, ça permet d'aller loin, mais ce n'est qu'en pensant et en agissant ensemble que l'on va haut, que l'on va fort, et surtout que l'on agit comme une chaîne avec chaque maillon solidifié. Nous avons eu l'honneur d'accueillir, comme vous avez constaté, des intervenants de première qualité, faut-il le préciser, et là-dessus, nous vous donnons rendez-vous très prochainement, en vous remerciant.